Panel politique avec moi ce soir, Émilie Nicolas, Michel Cauger et Christian Dufour. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Alors, vous avez entendu, comme nous, cette entrevue avec la mairesse de Longueuil, Mme Fournier, qui trouve qu'il y a un petit peu plus d'ouverture aujourd'hui de la part de François Legault, le chef de la CAQ, sur ces demandes des villes, là, ce qu'ils appellent finalement une espèce de plan vert. En fait, c'est beaucoup d'argent qu'on demande. C'est 2 milliards par année, pendant 5 ans, pour réussir à affronter les changements climatiques, à adapter surtout les infrastructures. Les villes disent on n'a pas assez d'argent, on a vraiment besoin du soutien de Québec. Mme Fournier nous rappelle qu'en début de semaine, M. Legault, il avait fermé la porte à cette demande, mais le soir même, il a plu beaucoup. Comme si tout à coup, c'est un test de la réalité qui s'est produit. C'est peut-être ce qui explique en partie l'ouverture davantage aujourd'hui de M. Legault. Vous en pensez quoi, Émilie? Mais c'est sûr que, je veux dire, c'est presque arrangé avec le gars des vues, là, le fait qu'il y ait eu des inondations dans la grande région de Montréal, à Montréal même, et aussi à Longueuil, le soir même du refus. Ceci dit, c'est sûr que cette demande-là de plus d'argent de la part des municipalités n'est pas sortie comme ça en campagne électorale comme une surprise. C'est sûr qu'ils ont eu des représentations avant. Si les partis avaient voulu mettre ça dans leur plateforme électorale, dans leur plan financier, ils auraient pu le faire. Donc là, c'est sûr que je pense qu'on est en train d'avoir un effort plutôt de communication où on voit que ça passe pas si bien que ça et que, étant donné que les maires des grandes villes, il y en a beaucoup qui font front uni, qui ont des atomes crochus, qui sont capables au niveau de leur communication aussi de pousser un peu plus. Je pense que ça a un effet. Donc, on réajuste le tir. Il n'y a rien de concret sur la table. Et s'il avait voulu, en fait, avoir quelque chose de concret sur la table, ça aurait pu être fait bien avant le début de la campagne électorale, pareil. Mais il reste, Michel, que ça a l'air difficile pour les maires à chaque fois de repartir au front avec des demandes, souligner le fait qu'ils ont de plus en plus de responsabilités. Et effectivement, les changements climatiques affectent leurs responsabilités, mais ils n'ont pas plus de revenus, par exemple. Écoute, je couvrais la ville de Montréal dans le temps où Jean Doré était maire, puis ce que j'ai entendu de Mme Fournier, je l'entendais du maire Doré à l'époque. Ça fait très longtemps, là. C'est un fait, on ne peut pas demander à des municipalités de la taille de Longueuil, de Montréal, de Québec, etc., de Sherbrooke, de travailler strictement avec les revenus de la taxe foncière. Ça, c'est quelque chose qui date pas du siècle dernier, du siècle d'avant. Et là, on le voit, là, lundi, il y a eu, dans un après-midi, une chute de pluie qui a été plus considérable que ce qu'on reçoit normalement à Montréal dans un mois. Alors, et ça va se reproduire, les changements climatiques, c'est ça que ça veut dire très concrètement. Alors, il va falloir que le gouvernement du Québec fasse quelque chose parce que, d'une part, la fiscalité municipale n'est plus au point, et tout le monde le sait depuis très longtemps, et d'autre part, il va y avoir des questions de changement climatique qui vont affecter d'abord et avant tout les infrastructures municipales. Ce que répond Christian, souvent le gouvernement, c'est écoutez, de l'argent, on en a prévu, on a des programmes. Mais Mme Fournier, ce qu'elle répond, elle, c'est oui, mais ils sont pas flexibles. Et réussir à rentrer dans la bonne case pour aller récupérer cet argent-là, c'est difficile. En fait, ils demandent de la flexibilité, mais le mot autonomie est revenu. Et ça, on l'entend de plus en plus de la part des maires. Est-ce que c'est le temps de revoir, justement, là, la place des villes dans toute notre structure politique? Écoutez, comme dit Michel, ceux qui suivent l'actualité politique depuis un bon moment, comme moi, c'est un vieux débat, ça, qui revient cycliquement. Là. Les maires, en fait, qui demandent des choses à Québec, qui trouvent qu'on n'en a pas assez. Rappelons qu'on fait souvent l'analogie avec les relations de Québec avec Ottawa, mais c'est pas la même chose du tout, parce qu'on est en régime fédéral au Canada. Québec est souverain. Le gouvernement du Québec est souverain par rapport au gouvernement fédéral, alors que les villes sont des créatures des provinces. Il y a une espèce de suggestion, en fait, structurelle des villes à l'égard du gouvernement du Québec. Un élément intéressant qui s'ajoute dans ce qu'on vit actuellement, c'est que les villes sont dirigées en bonne partie par des gens plus jeunes et des gens plus à gauche que M. Legault et les gens qui sont au gouvernement. Donc, il y a vraiment une espèce de connexion entre deux Québec. Le contexte électoral est idéal. C'est le temps pour les villes de demander des choses. Est-ce que les inondations ont eu tant d'impact que ça? Moi, j'en suis pas sûr. Donc, M. Legault n'a pas d'autre choix que de s'adapter, de s'ajuster, parce que c'est une autre gang. Ouais. Vous le voyez, vous le sentez qu'ils sont dans un bon rapport de force, là, actuellement?
Ouais, il y a un rapport de force, puis comme je vous dis, ben, ils sont plus à gauche, ils sont plus dans l'environnement, ils sont plus jeunes. Donc, il faut tenir compte de ça, là, ça fait partie de la réalité. C'est comme hier au débat, une chose qui m'a frappé, puis je ne veux pas du tout insulter Oui. M. Legault, parce que moi-même, j'ai un âge canonique, mais on dit M. Legault était plus vieux, en fait, hein, que d'autres leaders. Donc, ça s'ajoute à ça, c'est sain, c'est normal, mais en même temps, vous noterez que les maires et les mairesses gardent toujours un ton très respectueux, parce que le rapport de force ne joue pas en faveur des villes structurellement, il joue en faveur du gouvernement du Québec. C'est M. Legault qui va décider jusqu'où il va aller. Mais c'est pas un nouveau débat, là. C'est très, très vieux. Ça revient régulièrement. Oui, mais c'est pas réglé. C'est ça l'affaire. Alors, c'est pas nouveau. Ça se réglera jamais. Pour être franc, je pense que ça se réglera jamais. Sur ce rapport de force, Émilie, justement, c'est intéressant ce qu'il vient de dire, Christian, en disant le ton des maires, effectivement, est très posé, Mme Fournier. Pas du tout un vote en guerre quand elle parle des gouvernements ou des chefs de parti. En fait, il y a aussi la question, on ne veut pas brûler les ponts. Parce que après la campagne, il y a une suite. Là. On veut avoir un bon rapport avec le gouvernement qui sera en place. Oui, c'est sûr que c'est pas dans l'intérêt d'un maire ou d'une mairesse de quelque municipalité que ce soit de brûler des ponts avec le gouvernement provincial ou le gouvernement fédéral. Ceci dit, de là à dire que ce qui peut être demandé ne sera jamais réglé, je pense que ça demande de la volonté politique. Puis il y a déjà en fait des choses, je comprends que le débat est vieux, mais il y a déjà des choses qui ont changé. Ça fait déjà quelques années que Montréal a obtenu un statut de métropole. Au niveau de la Fédération canadienne des municipalités, il y a un caucus des grandes villes qui est là aussi depuis un bon moment. Il y a plus de réseaux qu'avant pour les maires, justement, de ne pas être isolés les uns des autres pendant qu'ils font des demandes des gouvernements provinciaux ou du gouvernement fédéral. Et ça change finalement le rapport de force. Le fait que la population canadienne soit de plus en plus urbanisée, que la population québécoise est de plus en plus urbanisée, fait qu'on n'est absolument pas non plus dans la même situation qu'on était au 19e siècle. Donc, c'est sûr que si la grande majorité des gens vivent en ville, les grandes villes aussi ont un poids politique qu'ils n'avaient pas avant. Et à un moment donné, c'est sûr qu'avec une constitution qui a été conçue au 19e siècle, quand c'était pas du tout la réalité, il va falloir éventuellement, vous me permettrez le jeu de mots, qu'on arrive en ville, en fait, et qu'on arrive au 21e siècle. Et je pense que justement, ce changement de garde-là de génération, pour l'instant, il est surtout à la municipalité. S'il se fait aussi à l'Assemblée nationale, éventuellement, il va y avoir des atomes crochus là aussi. On va pouvoir avancer dans la même direction. Donc, un vieux débat, mais dans un contexte où les temps changent. Alors, nécessairement, ça peut changer un peu les rapports de force. Revenons maintenant sur le projet du troisième lien. Ça a été réanimé, la controverse autour de ce projet-là, avec le débat, le face-à-face d'hier. Et ça a forcé M. Legault à expliquer davantage où on en est rendu dans les études. On va l'écouter. Bien, l'expliquer. On parlait d'un pont à l'est. On n'a pas étudié. Oui, mais on n'a pas étudié. Il n'y a aucune étude qui prend le projet là, de tunnel 4 voies, dont 2 voies pour le transport collectif. Il n'y en a aucune. Aucune. Vous partez de zéro au niveau des études? Non, ils sont en train de les faire, les études. On ne part pas de zéro, ça avance. Bon, là, expliquez-moi quelque chose. Là. Comment on peut affirmer haut et fort qu'on a absolument besoin d'un troisième lien, alors qu'on convient, ici, M. Legault convient, ça repose sur aucune espèce d'étude? Christian? Oui. Moi, les deux bras m'en sont tombés un peu, parce que le premier ministre est très candide, en fait, la façon dont il nous dit ça. Mais en même temps, ça fait très brouillon dans cette saga interminable du troisième lien. Moi, je suis plus capable, mais il faut toujours en reparler parce qu'il y a toujours des éléments nouveaux. Ça rebondit. Donc, on apprend qu'il n'y a pas d'études, en fait. Alors, jusqu'à présent, on pensait qu'il y en avait, mais qu'elles n'étaient pas à jour, les études. Moi, la question que je me pose sur le plan politique plus général, les gens aiment beaucoup M. Legault quelque part. Et ce côté-là, très humain, bon, passe bien, mais est-ce qu'à la longue, ce côté brouillon-là, ça fait très brouillon, est-ce que ça ne peut pas lui nuire politiquement? Il y a une campagne électorale actuellement. Et est-ce que... Parce que moi, je vous avoue, je viens de penser après-midi, je me suis dit, quoi? Il n'y a pas d'études. Je ne suis pas un expert du tout là-dedans, mais je comprenais qu'il y avait des études, qu'elles n'étaient pas à jour. Alors là, le premier ministre nous le dit en plus. Il dit que non, il n'y a pas d'études. Donc, je ne dirais pas plus loin, moi, je ne connais pas à ce point-là le dossier, mais sur le plan politique, ça commence à faire quand même beaucoup de brouillonnerie de M. Legault, qu'on aime bien, là, mais il peut avoir un prix politique à un moment donné qui paye pour ça. Mais Michel, pas d'études, et pourtant, la CAQ a été capable de chiffrer le projet, a été capable de présenter des dessins pour illustrer le projet. Ça avait l'air sérieux, ça avait l'air d'être réfléchi, cette affaire-là. Et c'était fait sur une napkin. À la fin, c'est ça le problème, c'est que il y a des études qui se font régulièrement par des sociétés de transport, entre autres origine-destination.
Ces études-là montrent que c'est probablement pas une bonne idée, le troisième lien. Donc, il faut quelque part qu'on nous trouve ou qu'on nous montre qu'il y a une nécessité de ça, autre que les sentiments du parti au pouvoir qui dit qu'il y a trop d'attentes près des ponts, puis lâchez-moi avec les GES. Là. Il faut quelque chose de plus sérieux que ça. Il ne faut pas oublier, c'est pas un projet gouvernemental, cette affaire-là. C'est une création des radios de Québec. C'est une demande des radios de Québec. Le gouvernement a dit oui à ça, sans faire d'études. Christian a utilisé le mot brouillon. Je pense que c'est plus que brouillon. C'est vraiment un problème de mettre la politique devant la science, devant la technique, devant les choses que le gouvernement doit vérifier avant de dire oui à un projet. Ça fait quand même 2 campagnes que la CAQ traîne ce projet, Émilie, en pensant évidemment que ça allait jouer en sa faveur. Mais là, on entend les critiques. On voit comment ça rebondit dans l'actualité aujourd'hui. Est-ce que c'est possible maintenant que le projet du troisième lien, ça commence à mettre la CAQ dans l'embarras, à votre avis? Vous connaissez bien la région de Québec aussi, vous en êtes issu. Ben oui. Moi, j'ai écrit récemment d'ailleurs dans une chronique que, je veux dire, quand François Legault disait à Radio-Canada dans la soirée où il était venu en entrevue que c'était les gens de Montréal qui posaient trop de questions sur le troisième lien. Pour moi, le fait de ne pas avoir démontré ses études ou de vouloir cacher des études ou vouloir dire que finalement il y en avait, mais qu'on voulait les mettre à jour avant de les révéler, pour moi, c'était pour les gens de Québec et de Lévis que ça montrait du mépris. Et je pense que ce qu'on vient de voir aujourd'hui, qu'en fait, on peut passer 4 ans, 5 ans si on compte l'année préélectorale de 2018, à pousser un projet de loi, c'est-à-dire un projet comme celui-là, et que ce projet-là, on réalise qu'il n'est pas plus détaillé que ce qu'on a vu dans le PowerPoint, essentiellement. Je trouve que ça n'a aucun bon sens. On parle d'un projet de 7 milliards à peu près là, de dollars. Le nombre d'argent, le nombre de dollars concrets, justement, vu que le projet n'est pas assez détaillé, on ne peut pas le savoir. Mais on est dans ces eaux-là pour quelque chose qui est aussi peu détaillé que ça. Honnêtement, j'essaie de comparer à quel autre projet de cette envergure-là on a déjà eu, dont on a déjà parlé pendant autant d'années, sans avoir plus de détails concrets sur sa réalisation. Je ne sais pas à quel point, à quoi comparer en fait ce qui est en train de se passer en ce moment. Commencez-vous à douter de Il y a un stade dans l'Est de Montréal. Hein? On peut comparer à un stade J'ai pensé aux Olympiques aussi. Moi aussi, j'ai pensé aux Olympiques. Il y a quelques années. Mais commencez-vous à douter de sa mise en œuvre? Si on est pour comparer le troisième lien à la saga du stade olympique, je pense que c'est déjà tout dire. Enfin, ça lui accroche les grosses casseroles, ça c'est bien certain, bien entendu, hein, avec tous les souvenirs qui vont avec, les générations un peu plus âgées que vous, ça rappelle aussi fort bien, Émilie. Mais Michel, est-ce que c'est possible, effectivement, que la CAQ en parle encore, mais y croit moins elle-même à ce projet-là? Il y a beaucoup de gens, surtout à Québec, qui commencent à dire « Regardez bien, Legault se cherche une façon de reculer. » Parce que c'est un fait que ça va coûter extrêmement cher. 7 milliards de dollars, ce n'est pas rien. Et ça, c'est avant qu'on ait fait des études. Alors, d'habitude, quand on fait des études, on découvre des frais cachés. Tu sais, on ne sait même pas dans quel genre de sol on creuse, là. Alors, déjà, au départ, on n'est pas dans du solide. Alors, là-dessus, là, il faut littéralement faire ses devoirs. Le gouvernement nous dit on les a pas faits. C'est déjà un aveu. Là, il faut qu'il le fasse. Il faut qu'il rende public les études. Il faut qu'il y ait un débat public. Il n'y a pas d'autre façon de procéder dans un projet de cette envergure-là. Et saluons à tout le monde aujourd'hui la candeur du premier ministre quand même, parce qu'il n'était pas obligé de le dire. Moi, j'en suis pas revenu qu'il l'ait dit. Et moi, je me répète, quelle tragédie qu'au Québec, on ne soit plus capable de lancer des grands projets collectifs. Je trouve que tout le dossier du troisième lien, ça devient tellement juste contentieux. C'est des sujets de division politique, idéologique. Normalement, un grand projet collectif, c'est pas ça. Oui, mais s'il y a vraiment du sérieux derrière ça, est-ce que le gouvernement qui est au pouvoir, celui qui porte le projet, ne doit pas justement s'empresser de fournir les chiffres, de fournir finalement un argumentaire qui repose sur des faits et sur des études sérieuses? On pourra en parler toute la fin de semaine, Julie. On en parle. Ah oui, c'est clair que le projet du plomb dans l'air, le projet du plomb dans l'air, ça pourrait bien arriver que M. Legault essaie de se désenliser, mais c'est pas évident. Là. Bon, on va parler du débat parce que ça, c'est que seulement hier soir, on a tous passé la soirée devant nos téléviseurs avec ce face-à-face de TVA. J'aimerais savoir ce que vous en avez pensé. Tout le monde a joué un petit peu à ça aujourd'hui, là, qui est le gagnant, qui est le perdant. Grosso modo, Émilie, votre bilan de ce débat hier, vous? Écoutez, je pense que c'était très, très difficile pour
beaucoup de personnes, d'abord, juste de suivre ce qui se passait, c'était un format horrible à 5 personnes, je vais le dire comme ça. En termes de cacophonie, c'était très difficile de suivre l'ensemble des débats. Je trouve que les journalistes qui ont décodé l'ensemble des faits pour essayer de voir qui disait vrai, qui disait faux dans toute cette cacophonie-là, je trouve qu'ils ont fait preuve de beaucoup de patience et de rigueur parce que c'était vraiment pas évident. Ceci dit, je ne sais pas si les électeurs sont beaucoup plus avancés après un type de débat-là. Je pense ce qui ressort beaucoup, c'est vraiment la question de l'image. Est-ce que les gens ont de l'air posés? Est-ce que les gens ont de l'air fatigués? Est-ce que les gens ont de l'air... C'est vraiment, je pense que là-dessus, malheureusement ou heureusement, selon les perspectives que ça se situe, parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller trop dans le profond, dans les propositions de qui que ce soit. C'est sûr qu'il y a quelques clips qui sont sortis qui vont faire jaser un peu plus longtemps, mais dans l'ensemble, je pense qu'on était beaucoup dans l'image, dans le non-verbal, étant donné le nombre de sujets qu'on essayait d'aborder en si peu de temps. Alors, trop d'images, pas assez de contenu, pas assez de profondeur. Pour vous, Christian, avez-vous passé une belle soirée? L'avez-vous apprécié, le débat? Moi, j'ai beaucoup de mérite. Parce qu'à 8h20, vraiment, je voulais décrocher. J'avais un film sur Netflix que j'avais arrêté. Mais je dis, soyons sérieux. Je suis un commentateur politique, il faut que je fasse l'effort. Moi, je recommanderais vraiment à Radio-Canada, pour le débat de Radio-Canada, de commencer par les sujets qui allument le monde. Au début, c'était très ennuyeux. À la fin, c'est devenu intéressant. C'était un débat très intéressant à la fin. Combien de téléspectateurs sont restés jusqu'à la fin? Je ne le sais pas. Donc, commencez par l'identité, la langue, des choses qui allument pour que le monde reste un peu. Pour le reste, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un certain contenu. Il n'y a pas eu de grands gagnants, de grands perdants, mais il s'est passé des choses. Dans la mesure où les gens sont restés, là, je trouve que Paul Saint-Pierre Plamondon a étonné. Je trouve qu'il a bien performé. Il a son côté gentillet, mais en même temps combattant. Éric Duhem, ça a été un vrai succès parce qu'il a réussi à se normaliser, comme l'a écrit Paul Journet dans la presse. Ça, c'était beaucoup parce qu'il y avait une très mauvaise semaine à cause de ses comptes de taxes pas payés, tout ça. Gabriel Nadeau-Dubois, en fait, a beaucoup pris de place, mais en même temps, je le trouve un peu arrogant. Pour être franc, j'ai trouvé qu'il était très idéologue et arrogant, mais c'est mon jugement. Monsieur Legault, en fait, était sur la défensive, mais il s'est pas cassé la gueule. Il avait l'air plus âgé. Je m'excuse de le dire par rapport aux autres. Il y avait sorti ses lunettes aussi hier soir. Oui, c'est drôle, tout le monde a parlé des lunettes. Ça confirme ce que dit Émilie. L'image. Et quant à Dominique Anglade, moi, je trouve que c'est elle qui a moins bien performé, même si sur le plan humain, moi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'hier, elle était comme empêtrée, essayait de se démêler. Mais c'est quand même passé des choses. Paul Saint-Pierre Plamondon, je trouve qu'il a scoré un peu. Éric Duhem aussi. Et beaucoup de gens disent que Gabriel Nadeau-Dubois se présentait comme vraiment le grand opposant au gouvernement. Bon. Michel, avez-vous l'impression qu'il change quelque chose au narratif de la campagne, là, ce débat? Pas encore, mais il met la table pour une deuxième partie de campagne plus intéressante. Moi, je pense que Saint-Pierre Plamondon et Nadeau-Dubois se sont démarqués, les deux plus jeunes d'ailleurs, c'est intéressant. Moi, je suis pas d'accord avec mon ami Christian sur Éric Duhem. Éric Duhem a été obligé de faire un couplet, encore une fois, sur les mesures sanitaires. Moi, je pense que ça montre que leurs sondages internes doivent leur dire que la dernière semaine, après, avec toutes les histoires de comptes de taxes impayées, a été assez dévastatrice. Et là, on commence à resserrer le message vers notre base, vers ceux qui étaient les premiers à rejoindre le Parti conservateur. C'est pas nécessairement une bonne nouvelle à ce moment-ci d'une campagne. Et je suis d'accord avec Christian sur Mme Anglade qui, pas juste au débat, mais depuis le début de la campagne, malgré des propositions qui peuvent être intéressantes, ne réussit pas à sortir du lot. Remarquez que le débat avait le problème, et Émilie disait, 5 candidats, c'est pas possible à gérer un débat comme ça. Il fallait changer la formule. Elle n'a pas été changée. J'ai hâte de voir comment nos collègues de Radio-Canada vont s'en tirer avec ça parce que, vous savez, on a un système politique qui est fait pour avoir 2 partis quand même à 5. Alors, il faut s'ajuster, effectivement. En fait, c'est ça. Puis étourdissant aussi la campagne avec tous ces engagements. D'ailleurs, il y en a un sur lequel je vais vous amener aujourd'hui, celui de Québec solidaire avec ce projet Québec Rail et Québec Bus. Alors, évidemment, c'est tout nouveau. Là, les gens ne connaissent pas beaucoup, mais essentiellement, c'est des lignes, entre autres, de trains qui vont relier les principales villes du Québec. Alors, par exemple, Matane-Québec, Québec-Montréal, Québec-Sherbrooke, Sherbrooke-Montréal. Il y a un besoin quand même, il faut le reconnaître, au Québec. C'est un projet très cher, par exemple. Émilie, un commentaire là-dessus? Mais en fait, c'est que le besoin dans les régions est tellement important. Le transport interurbain, en ce moment, n'a aucun sens, surtout dans l'Est du Québec. Donc, quand Québec solidaire lance ça, en fait, il porte l'enjeu
Après, c'est aux autres partis de donner, si eux sont pas d'accord avec ça, qu'est-ce qu'ils feraient d'autre pour le transport interurbain dans les régions. Mais je pense qu'il devrait au moins avoir un consensus sur le fait que le statu quo est absolument inacceptable pour les gens du bas du fleuve, pour les gens de la Gaspésie, pour les gens de la Il reste 30 secondes seulement. Christian, rapidement là-dessus. C'est un bon projet, c'est une bonne idée, mais c'est quand même un gros coût, là, 12 milliards. C'est lancé. Ça s'appelle Révolution Transport. Je me suis dit, Québec solidaire est toujours dans les révolutions. Mais c'est vrai que c'est lancé une idée qui peut être intéressante. Il y a une cohérence par rapport aux positions de Québec solidaire. Bon. Est-ce que c'est réaliste ou pas? Je ne sais pas. J'ai eu le communiqué il y a une demi-heure. Bon, Michel, mot de la fin là-dessus. J'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça drôle, Révolution Transport. Je me dis, ils sont toujours dans ces genres de choses-là. Ça vous met de bonne humeur, les lendemains de débat, même si vous êtes un peu fatigué, Christian. Michel, mot de la fin là-dessus. Au moins, ils sont cohérents. S'ils disent qu'il faut enlever l'auto solo et donner des alternatives aux gens, c'est des alternatives. Cela dit, on aurait peut-être été mieux de penser en termes de bus que de train parce que les voies ferrées ne leur appartiennent pas plus que des rails. D'ailleurs, vous allez avoir un problème infini. Infini. Bon, alors on me dit qu'il faut vraiment que j'aille à la pause. Je vais donc vous dire merci tout de suite. Merci, bonne fin de semaine. Au revoir.